Salut, c'est Tony. Le week-end dernier, alors que j'étais invité à un repas de l'association des matheuses anonymes, je me suis posé la question suivante. Étant donné une fonction positive et continue sur un intervalle AB fermé, c'est-à-dire dont la courbe représentative dans un repère cartésien est au-dessus de l'axe des abscisses et dessinée en un seul trait, donc sans son ni trou, comment puis-je calculer l'aire du domaine coincé entre l'axe des abscisses et sa courbe représentative sur cet ensemble? T'as un petit peu de temps là devant toi? Avant tout, je vais noter petit h le nombre réel compris entre petit a et petit b, et grand A de h l'aire représentée à l'écran. Cette aire est comprise entre l'aire de ce rectangle rouge, dont l'aire est égale à petit h fois le minimum de f de x sur l'intervalle a et a plus h, et l'aire de ce rectangle vert, dont l'aire est égale à petit h fois le maximum de f de x quand x est sur l'intervalle a et a plus h. On peut alors écrire l'encadrement suivant, et en divisant par h, on obtient ceci. Maintenant, si on fait tendre petit h vers 0, comme les termes de droite et de gauche tendent tous les deux vers f de petit a, d'après le théorème des gendarmes, on obtient que la limite quand h tend vers 0 de grand A de h sur h est égale à petit f de petit a, que l'on peut aussi voir sous la forme suivante, car grand A de petit a est égal à 0. On reconnaît ici le taux d'accroissement de la fonction grand A au point d'abscisse petit a, et ça veut dire clairement que notre fonction grand A doit être telle que sa dérivée est égale à la fonction petit f. Les fonctions comme ça, qui satisfont cette égalité, on les appelle les primitives de la fonction petit f, et si on sait les calculer, alors on saura aussi calculer l'aire du domaine qui est coincé entre l'axe des abscisses et la courbe sur un certain intervalle. Prenons l'exemple de la fonction f définie sur l'intervalle 0π par f de x égale sinus x. On sait que la dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x, donc la fonction grand A cherchée, c'est-à-dire la fonction dont la dérivée est sinus x, et qui s'annule pour x égale 0 ici, 0 représentant le petit a de l'intervalle AB de tout à l'heure, donc cette fonction grand A est égale à moins cosinus x plus 1, le plus 1 étant pour qu'elle s'annule en x égale 0. Ainsi, l'aire du domaine colorié en bleu sous la courbe est égale à a de pi, c'est-à-dire 1 moins cosinus pi, c'est-à-dire 2. Le 2 trouvé ici représente 2 unités d'aire. Une unité d'aire étant l'aire du rectangle ou du carré, tout dépend de l'échelle que l'on prend, de côté 1. On peut donc mettre l'équivalent de 2 de ces carrés sous la courbe. Cette aire, celle du domaine bleu sous la courbe, on l'appelle l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle 0π, et on la note de la façon suivante. Remarquez que le symbole utilisé est une sorte de S allongé, et ce n'est pas pour rien. En effet, une aire peut être considérée comme une somme continue de segments verticaux qui partent de l'axe des abscisses et qui vont jusqu'à la courbe. On peut donc voir un calcul intégral comme une somme continue. Le terme continu est ici en opposition avec le terme discret qui est utilisé quand on calcule par exemple une somme terme à terme. Une formule importante pour calculer une intégrale est la suivante. Ici, grand F désigne une primitive de petit f sur l'intervalle AB, c'est-à-dire une fonction dont la dérivée est petit f. Cette formule est induite de ce que l'on a dit précédemment. Imaginons maintenant que l'on fasse tourner notre courbe autour de l'axe des abscisses. Cela va engendrer un solide, comme le montre le schéma à l'écran. Chaque section de ce solide, avec un plan parallèle à l'axe des ordonnées, est un disque de rayon f de x, où x représente l'abscisse par laquelle passe le plan. Donc, son aire est égale à pi fois f de x au carré, d'après la formule qui donne l'aire d'un disque pi fois le rayon au carré. Or, le solide peut être vu comme une somme continue de ces disques, donc son volume est la somme continue de l'aire de tous ces disques pour x variant de 0 à pi, et donc on peut dire qu'il est égal à l'intégrale de 0 à pi de pi fois f de x au carré dx, c'est-à-dire, après avoir sorti le pi qui est multiplié, pi fois l'intégrale de 0 à pi de sinus x au carré dx. Trouver une primitive de sinus x au carré n'est pas chose facile directement, donc on va linéariser cette expression, c'est-à-dire trouver une expression qui lui est égale, mais sans carré. Ici, les nombres complexes peuvent servir. En effet, le sinus x est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix, le tout sur 2i, et donc, le sinus x au carré est égal à ce qui s'affiche à l'écran. Au final, on trouve 1 demi moins 1 demi de cosinus 2x. Et donc, notre volume est égal à pi sur 2 fois l'intégrale de 0 à pi de la fonction 1 moins cosinus 2x dx. En notant g de x est égal à 1 moins cosinus 2x, une primitive de g est une primitive de 1 moins une primitive de cosinus 2x, c'est-à-dire grand G de x égale x moins 1 demi
de sinus de x. Et donc, notre volume est égal à pi sur 2 fois grand G de pi moins grand G de 0, à savoir au final pi carré sur 4. Notre solide a donc un volume égal à pi carré sur 4 unités de volume. On le voit ici, dès lors qu'il s'agit d'ajouter de façon continue, on peut utiliser une intégrale. Et il n'y a pas de raison que cela diffère pour un calcul de longueur de courbe. Reprenons notre courbe précédente, celle de la fonction f de x qui est égale à sinus x. On souhaite calculer sa longueur sur l'intervalle 0π. Pour cela, on va considérer deux points A et B sur cette courbe, puis on va noter respectivement dx et dy la différence des abscisses et des ordonnées de ces deux points. Appelons maintenant ds la longueur du segment AB. On peut alors dire que ds est égal à la racine carrée de dx carré plus dy au carré en vertu du théorème de Pythagore. En factorisant sous la racine carrée par dx au carré, on obtient alors que ds est égal à la racine carrée de 1 plus le carré de dy sur dx, le tout multiplié par dx. Maintenant, on peut voir dy sur dx comme un taux d'accroissement, car ce rapport représente la différence des ordonnées par rapport à celle des abscisses des points de la courbe. Donc, pour deux points suffisamment proches, on peut assimiler dy sur dx à sa limite lorsque l'écart tend vers 0, à savoir f' de x, d'où l'égalité suivante. Et comme la courbe est la somme des ds sur l'intervalle 0π, on peut dire que la longueur de cette courbe est donnée par l'intégrale suivante, qui représente donc la somme continue des ds. Je rappelle que f de x égale sinus x, et donc que f' de x égale cosinus x. Donc l'intégrale donne ceci. A l'aide d'un logiciel de calcul, on arrive à trouver la valeur suivante pour notre courbe. Alors ici, j'utilise un logiciel car l'intégrale n'est franchement pas possible à calculer exactement avec des méthodes d'intégration classiques, même les plus abouties. En fait, il s'avère que l'intégrale que nous avons se ramène à une intégrale elliptique de deuxième espèce, et ce genre d'intégrale n'est franchement pas sympathique, en tout cas du point de vue du calcul, bien sûr. Et il faut donc avoir recours à des approximations pour avoir une valeur approchée. Voilà Mafalda, t'en sais un petit peu plus sur la notion d'intégrale, mais cette notion est si vaste que l'on n'a pas encore eu le temps de parler des techniques de calcul sur les intégrales que l'on vient de voir, ni même de l'existence des intégrales doubles, voire triples. Pour cela, il faudra attendre d'autres vidéos. Salut Théodonné. Ah au fait, tu sais pourquoi on met dx dans l'intégrale? Eh bien parce qu'en fait, on ajoute de façon continue la longueur d'un segment, mais en fait ce segment est considéré comme un rectangle de hauteur f de x et de largeur infinitésimale dx. On ajoute donc de façon continue l'aire de tous ces rectangles, et l'aire d'un rectangle de hauteur f de x et de largeur dx est égale, comme chacun le sait, au produit de ces dimensions, donc à f de x fois dx. f de x dx donc. Voilà, tu sais pourquoi il y a un dx dans l'intégrale maintenant. Et là, la vidéo est bel et bien finie. Goodbye Marilou.